Vivez-vous pour être validé par les autres ou pour incarner pleinement ce que votre conscience vous réclame en silence? Il y a des gestes que personne ne voit, mais qui vous coûtent cher. Des silences que vous avez avalés, des sourires que vous avez forcés, des vérités que vous avez étouffées. Tout ça pour être accepté, pour éviter le conflit, pour préserver une paix qui vous consume. Mais à force de vous trahir pour plaire, vous devenez invisible. Et ce n'est pas le monde qui vous rejette, c'est vous qui vous abandonnez. Car tant que vos actions ne reflètent pas vos valeurs les plus profondes, vous ne serez ni respecté, ni pris au sérieux. Le respect ne naît pas du besoin d'être aimé, il naît du courage d'être aligné. Et chaque fois que vous choisissez la conformité plutôt que la vérité, vous vous éloignez de votre propre puissance. Alors, si vous êtes prêt à cesser de mendier des miettes de validation et à commencer à bâtir un respect qui ne dépend de personne, ce voyage est pour vous. Pas un simple contenu, un pacte silencieux avec vous-même. Pour penser plus juste, agir plus vrai et devenir indéniable avant même de parler. Ce n'est pas la qualité de votre cœur qui détermine la manière dont les gens vous traitent. Ce n'est pas votre gentillesse, ni vos intentions silencieuses. Le monde ne lit pas les âmes, il lit les gestes. Ce qu'il retient, ce n'est pas ce que vous pensez être, mais ce que vous répétez dans le réel. Vous pouvez aspirer à être perçu comme loyal, fort, digne, mais si vos actions ne le prouvent pas, ces qualités ne vous seront jamais attribuées. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'intention suffit. Mais le monde n'opère pas sur l'intention. Il opère sur l'observation. Et l'observation est brutale. Elle se base sur ce que vous faites, en public comme en silence, surtout quand c'est difficile. Le respect ne se demande pas, il se construit. Et il se construit dans la cohérence entre vos valeurs et vos décisions. Pensez à ceux que vous respectez profondément. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont incarné, sans bruit, sans justification. Leur discipline parle pour eux, leur constance crée du poids. Et ce poids, c'est ce qui rend leur présence indéniable. Marcus Aurelius l'a résumé en une ligne. Ne discutez pas de ce que doit être un homme bon. Soyez-le. Tant que vous devez expliquer qui vous êtes, c'est que vous ne l'avez pas encore pleinement incarné. Laissez vos actes parler. Laissez votre cohérence faire autorité. Parce que plus vous êtes aligné, moins vous avez besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est cette congruence silencieuse que le monde respecte et retient. Tout le monde observe, pas toujours avec jugement, mais avec attention. Et ce qu'ils retiennent, ce n'est pas ce que vous proclamez, mais ce que vous répétez sans bruit. Votre manière de vous présenter, de tenir vos engagements, de rester stable quand tout vacille, c'est cela qui construit votre réputation. Ceux qui agissent avec intégrité, même dans l'ombre, deviennent des repères. Ils n'ont pas besoin de convaincre, leur cohérence parle pour eux. Dans un monde saturé de déclarations, ce sont les gestes qui pèsent. Et plus vos actes sont alignés à vos valeurs, plus votre présence devient une force tranquille. Ce n'est pas le volume qui impressionne, c'est la fréquence. C'est la régularité avec laquelle vous vous montrez, même quand personne ne regarde. C'est ce qui crée la confiance, ce qui installe le respect. Pas le charisme, pas le charme, mais l'alignement. Et puis vient la question que peu osent poser. Vivez-vous pour être aimé ou pour être respecté? Parce qu'il y a une douleur subtile à vouloir plaire à tout prix. Elle se cache dans les sourires forcés, les silences inconfortables, les oui qui trahissent vos non. Au début, cela semble fonctionner. Vous devenez agréable, facile, sans conflit. Mais peu à peu, vous disparaissez. On ne vous consulte plus, on vous interrompt, on vous oublie, parce que l'amour sans respect finit par effacer la voix. Et ce n'est pas votre douceur qui est en cause, c'est l'absence de limite. Le respect ne naît pas de la soumission, il naît de la clarté, de la capacité à dire non sans agressivité, à rester ferme sans violence. C'est cette posture intérieure qui fait de vous une présence qu'on ne traverse pas, qu'on ne contourne pas. Une présence qui ne demande pas à être vue, mais qu'on ne peut ignorer. Il y a une différence fondamentale entre être aimé et être respecté. L'un apaise, l'autre élève. L'un cherche l'approbation,
L'autre exige l'alignement. Et dans un monde saturé de performances sociales, beaucoup choisissent la facilité du confort relationnel plutôt que la rigueur de la cohérence intérieure. Mais le respect ne se négocie pas, il se mérite. Et il commence là où vous cessez de vous adapter pour plaire. Être respecté, c'est choisir la vérité même quand elle isole. C'est refuser les compromis qui trahissent dans votre axe. C'est dire non sans justification, rester présent sans validation et tenir vos engagements sans bruit. Ce n'est pas une posture arrogante, c'est une posture honnête. Et cette honnêteté, quand elle est à des répétés, devient une force tranquille. Ceux qui vivent selon leur propre boussole ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et cette incarnation crée une présence qu'on ne traverse pas, qu'on ne manipule pas. Mais ce chemin demande du courage. Il demande de perdre certaines relations, certains rôles, certaines illusions. Et dans cette perte, il y a une naissance, celle d'un respect de soi qui ne dépend plus de l'extérieur. Ce respect attire naturellement ceux qui cherchent la profondeur, la clarté, la vérité, pas ceux qui applaudissent, non, ceux qui reconnaissent, parce que le vrai respect ne naît pas du charme, il naît de la constance, de la capacité à rester fidèle à soi, même quand personne ne regarde. Et cette fidélité, quand elle est douce mais ferme, devient une influence rare, une gentillesse avec des limites, une présence qui apaise sans se plier, une force qui ne crie pas, mais qui reste. Dans une époque fascinée par l'éclat instantané, la régularité semble terne. Et pourtant, c'est elle qui façonne les fondations invisibles de la confiance. Pas les promesses spectaculaires, ni les élans passagers, mais les gestes répétés, les engagements tenus sans témoin. Être fiable, ce n'est pas briller. C'est se présenter, même quand c'est inconfortable. C'est honorer ses choix, même quand personne ne les applaudit. Ce type de présence ne fait pas de bruit, mais il laisse des traces. Il ne cherche pas l'attention, mais il crée une empreinte. Car ce que les autres perçoivent, ce n'est pas votre potentiel, mais votre rythme, votre capacité à rester fidèle à vos principes jour après jour, sans spectacle. Et cette fidélité, bien que discrète, devient une force. Elle rassure, elle inspire, elle stabilise. La discipline n'est pas toujours exaltante. Elle est souvent répétitive, exigeante, silencieuse. Mais elle transforme. Elle façonne une posture intérieure qui ne dépend plus de la motivation, mais de la maturité. Et cette posture, quand elle est incarnée, devient magnétique. Les gens ne vous admirent pas pour vos intentions. Ils vous respectent pour votre constance. Ce n'est pas le talent qui crée la crédibilité, c'est la répétition. C'est le fait de faire ce que vous avez dit, sans détour, sans délai. Et quand cette cohérence devient votre signature, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous devenez une référence, pas par éclat, par fiabilité. Il ne s'agit pas d'être plus dur, il s'agit d'être plus clair. Quand vous vous sentez effacé, sous-estimé ou traversé sans égard, ce n'est pas de force que vous manquez, c'est de structure. Ce que vous tolérez devient la carte que les autres suivent. Et souvent, cela commence par des détails, une remarque déplacée, un geste qui frôle l'irrespect, un silence que vous laissez passer. Vous minimisez, vous relativisez, vous riez pour ne pas déranger. Mais à force de ne pas nommer, vous autorisez. Et ce qui n'était qu'un écart devient une habitude, non pas parce que l'autre est malveillant, mais parce qu'il teste inconsciemment les contours de votre espace. Les limites que vous ne posez pas, la vie les imposera à votre place, et rarement avec douceur, car à vouloir éviter les tensions, on finit par sacrifier sa paix. Dire oui quand tout en vous crie non, ce n'est pas de la gentillesse, c'est une forme d'abandon. Et cet abandon à répétition érode votre estime, brouille vos repères et vous éloigne de vous-même. Mettre une limite ne fait pas de vous quelqu'un de dur, cela fait de vous quelqu'un de lisible. La clarté est un acte de respect, pour vous et pour les autres. Elle dit « Voici ce qui est juste pour moi, voici ce que je ne tolère plus ». Et même si cela déplaît, même si cela déstabilise, cela crée un espace sain. Un espace où la relation peut respirer sans domination. Mais poser une limite ne suffit pas. Il faut la maintenir. Une frontière sans conséquence n'est qu'un souhait. Et les souhaits ne sont pas respectés. Ce qui l'est, ce sont les standards incarnés. Pas dans le bruit, mais dans la constance. Parfois, cela signifie se retirer.
Parfois, cela signifie ne pas répondre. Parfois, cela signifie simplement rester ferme, sans justification. Accepter pleinement qui vous êtes, c'est aussi refuser ce qui vous abîme. C'est dire « je me choisis », même si cela déçoit. Et oui, certains s'éloigneront, mais ceux qui restent, ceux qui s'ajustent, ceux qui grandissent avec vous, ce sont ceux qui méritent votre présence. Les limites ne repoussent pas les gens. Elles révèlent ce qui est prêt à marcher à vos côtés sans vous écraser. Ce n'est pas un acte de contrôle sur l'autre, mais un acte de maîtrise de soi. Et cette maîtrise, loin d'être rigide, est une forme de liberté intérieure. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos fondations. Si vous vous sentez constamment épuisé, flou ou en insécurité dans vos liens, il est peut-être temps de revoir les accords implicites que vous avez laissés s'installer. Une limite n'a pas besoin d'être expliquée à l'infini. Elle a besoin d'être tenue. Et plus vos choix sont alignés à vos valeurs, plus votre présence devient stable, lisible et respectée. Ce respect ne vient pas du bruit. Il vient de la cohérence. Il vient de cette posture tranquille de ceux qui ont fait le travail, dans l'ombre, sans chercher l'approbation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une forme de calme enraciné, une densité intérieure qui se ressent avant même que vous parliez. Dans un monde qui valorise l'apparence, la profondeur devient magnétique. Mais cette profondeur ne s'improvise pas. Elle se construit, pas à travers le talent, mais par l'engagement, par la patience d'apprendre, la volonté de rater, la constance de recommencer. C'est un chemin long, mais fécond. Un chemin où l'on ne cherche pas à impressionner aujourd'hui, mais à devenir solide pour les années à venir. Et un jour, sans avoir crié, sans avoir forcé, vous devenez une référence. Non pas parce que vous avez cherché à être vu, mais parce que vous êtes devenu clair. Votre voix porte, non par volume, mais par densité. Votre présence rassure, non par performance, mais par intégrité. Et cette intégrité, bloc après bloc, devient votre signature. Voici l'erreur la plus commune, croire que l'effort doit porter ses fruits rapidement. On s'engage, on tente, on espère. Mais dès que l'inconfort surgit, on recule, on change de direction, on cherche ailleurs, on abandonne. Et pourtant, c'est précisément là, dans la résistance, dans la lenteur, dans le silence, que la transformation commence. Ceux qui persévèrent quand l'élan s'éteint, qui avancent même sans témoin, deviennent peu à peu inébranlables. Chaque difficulté rencontrée sur le chemin de l'excellence n'est pas un obstacle, mais un ciseau. Elle taille, affine, révèle. Elle vous extrait de la masse. Car ceux que l'on admire ne sont pas ceux qui ont eu un départ fulgurant, mais ceux qui ont tenu longtemps, sans bruit, sans relâche. Ils ont traversé les saisons sans applaudissements, sans certitude, parfois sans progrès visible. Mais ils sont restés. Et c'est cette fidélité à leur propre voix qui a sculpté leur autorité. L'excellence n'est pas un moment, c'est une cadence, un rythme intérieur qui ne dépend pas du regard extérieur, mais d'un refus profond de la médiocrité. Et quand cette exigence devient naturelle, elle rayonne. Les autres le sentent. Ils respectent non seulement ce que vous faites, mais la rigueur avec laquelle vous le faites. Ils comprennent que votre temps n'est pas à gaspiller, que votre énergie n'est pas en solde. Ce type de respect ne se réclame pas. Il s'impose sans bruit. Il précède vos mots. Il s'installe dans la pièce avant même que vous parliez. Parce qu'il est le fruit d'un travail invisible, répété, incarné, pas d'un discours, pas d'une posture, mais d'une cohérence vécue. Dans un monde saturé de promesses non tenues, ceux qui agissent sans annoncer deviennent rares, et donc précieux. Ce ne sont pas leurs intentions qui marquent, mais leurs habitudes. Ce ne sont pas leurs ambitions qui inspirent, mais leur constance. Car au bout du compte, les gens cessent d'écouter ce que vous dites. Ils observent ce que vous répétez. Ce que vous répétez vous définit plus que ce que vous proclamez. Dans un monde saturé de bruit, c'est la cohérence silencieuse qui crée l'autorité. Le respect ne se gagne pas par la force, ni par le charme, mais par la fidélité à soi, même quand c'est difficile, même quand c'est invisible. Poser des limites, incarner ses valeurs, se présenter sans fanfare mais avec rigueur. Voilà ce qui transforme une présence en repère. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui construit la confiance, mais la répétition d'actes alignés. Et cette répétition, quand elle est choisie,
devient une signature, pas pour impressionner, pour exister pleinement. Parce qu'au fond, le respect véritable ne dépend pas du regard des autres. Il commence là où vous cessez de vous trahir. Il y a des matins où l'on se réveille déjà en fuite. Pas physiquement, mais mentalement. Le monde n'a pas encore frappé à la porte, et pourtant, il est déjà dans notre tête. Notifications, obligations, dialogues inachevés, tout s'invite avant même le premier souffle conscient. Et dans ce vacarme devenu quotidien, une chose s'efface. La mémoire du calme. Ce n'est pas le bruit extérieur qui nous consume, mais le tumulte intérieur. Ce flux incessant de pensées, d'émotions, de micro-agressions mentales qui nous empêche de simplement être. Les stoïques ne cherchaient pas le silence autour d'eux. Ils cherchaient un esprit qui ne tremble pas, même quand tout vacille. Alors la vraie question n'est pas comment fuir le chaos, mais comment rester souverain au cœur du tumulte, comment entraîner son esprit à ne pas réagir, à ne pas paniquer, à ne pas se perdre, parce que la vie ne se calme pas. Mais toi, tu peux apprendre à le faire, et c'est ce que nous allons explorer ensemble, la construction d'une paix qui ne dépend de rien. Chapitre 1. Le calme n'est pas un lieu, c'est une posture. Il arrive un moment où le vacarme du monde dépasse le volume de nos propres pensées. On cherche des refuges, une montagne lointaine, une ville nouvelle, un amour réparateur, un succès éclatant. Mais tôt ou tard, on comprend que la paix ne se cache pas dans un décor. Elle se forge dans la manière dont on traverse ce décor. Les stoïques l'avaient compris bien avant nous. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut maîtriser, c'est l'intérieur. Le tumulte du monde est constant. Ce qui change, c'est notre capacité à ne pas y être aspiré. Imagine une tempête. Tout s'agite, tout hurle. Et pourtant, au centre, il existe un point immobile. Ce point, c'est ton esprit entraîné. Il ne nie pas la tempête. Il refuse simplement d'en être l'écho. Le calme véritable n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à ne pas réagir au bruit. Ce n'est pas un esprit vide, c'est un esprit lucide. Comme une rivière qui semble paisible en surface, mais qui coule puissamment en profondeur, ton esprit peut être en mouvement sans être en panique. Tu ne peux pas arrêter les vagues.
mais tu peux apprendre à surfer. Tu ne peux pas empêcher les pensées de surgir, colère, jalousie, regret, peur, mais tu peux apprendre à les observer sans les devenir. Marcus Aurelius parlait d'une citadelle intérieure. Peu importe la violence des assauts extérieurs, les murs tiennent si tu les entretiens. Le calme est cette forteresse. Il ne vient pas du silence offert, mais de la discipline cultivée. Chaque irritation, chaque imprévu, chaque émotion est une opportunité d'entraînement. Non pas dans des temples, mais dans les instants ordinaires, quand quelqu'un te provoque, quand les plans s'effondrent, quand la peur murmure que tu n'es pas assez. Et c'est là que tu choisis. Tu choisis de ne pas réagir. Tu choisis de rester. Tu choisis de porter le calme au lieu de le chercher. Parce que dans le sens stoïque, le calme n'est pas une faiblesse. C'est une autorité silencieuse, une force sans agressivité, une stabilité qui ne dépend de rien. Chapitre 2. Voir sans devenir. Il y a des jours où l'esprit ressemble à un océan agité. Les pensées s'élèvent comme des vagues imprévisibles, certaines douces, d'autres violentes. Un instant, tout semble paisible. L'instant d'après, une tempête intérieure s'installe sans prévenir. Et ce n'est pas le monde qui a changé, c'est une idée, une émotion, une mémoire qui a pris trop de place. On croit souvent que ce que l'on pense, c'est ce que l'on est. Que ressentir la peur, c'est être faible. Que ressentir la colère, c'est être en guerre. Mais c'est une confusion. Une pensée n'est pas une identité. Une émotion n'est pas une condamnation. Les stoïques ont enseigné une vérité simple et puissante. L'esprit n'est pas le bruit qu'il entend, mais celui qui l'observe. Et c'est au moment où l'on oublie cette distinction que l'on devient prisonnier de ce qui nous traverse. Imagine un ciel vaste, traversé de nuages sombres. Il change de forme, bloque la lumière, menace de pluie. Mais le ciel, lui, ne lutte pas. Il ne s'identifie pas à la tempête. Il laisse passer. Il reste. Ton esprit peut être ce ciel. Mais trop souvent, nous confondons les nuages avec le ciel lui-même. Nous croyons que la douleur est permanente, que l'angoisse est une vérité, que le doute est une identité. Et nous nous épuisons à combattre chaque pensée comme si elle était un ennemi. Mais le calme ne vient pas de la force. Il vient de la distance. Il y a une puissance dans le recul. Une pensée peut surgir, haine, jalousie, insécurité, mais tu n'as pas besoin de la suivre. Tu peux simplement la regarder passer, comme un visiteur qui ne reste pas. C'est là que naît la liberté, dans l'espace entre toi et ce que tu ressens. Les stoïques appelaient cela la discipline de la perception. Voir sans absorber, observer sans devenir. J'ai rencontré des personnes qui vivaient en guerre contre leur propre esprit. Chaque souvenir devenait une menace, chaque doute une bataille. Et pourtant, la paix ne vient pas de la victoire sur les pensées. Elle vient de la capacité à ne pas les croire toutes. Quand une émotion surgit, ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela me traverse » et laisse-la passer. Chaque émotion est un messager, pas un maître. Et c'est toi qui décides combien de temps elle reste. La liberté ne signifie pas l'absence de douleur. Elle signifie que tu n'es plus gouverné par elle. Tu commences à reconnaître les pensées pour ce qu'elles sont, des apparences, pas des vérités. Et quand tu poses assez longtemps, tu découvres ce qui se cache derrière le bruit. Un espace vaste, stable, inaltérable. C'est là que commence la vraie force. Non pas dans le contrôle absolu, mais dans la clarté. Non pas dans la répression, mais dans la souveraineté. Chapitre 3. Le rythme qui restaure. Nous avons oublié comment marcher lentement. Comment respirer sans urgence? Comment vivre sans courir? Chaque geste devient une fuite vers un ailleurs flou. Chaque parole une tentative de rattraper un temps que personne ne nous a volé. Le corps s'agite parce que l'esprit est en alerte. Et l'esprit s'emballe parce que le corps ne sait plus s'arrêter. Nous vivons dans une accélération constante, mais nous nous étonnons que nos pensées ne tiennent jamais en place. Imagine-toi dans une rue bondée, le bruit, les pas, les klaxons, et soudain, tu ralentis. Tu sens l'air sur ta peau, le poids de tes pieds, le souffle qui revient. Le chaos est toujours là, mais il ne t'appartient plus. Tu viens de sortir du tourbillon juste un instant. Et cet instant est un acte de souveraineté.
Les stoïques savaient que le corps et l'esprit se reflètent. Ce que tu fais avec l'un façonne l'autre. Sénéca parlait de repos, non pas comme une pause, mais comme une décision, une manière de dire à ton être « je reprends le rythme ». Quand l'esprit s'agite, le corps se crispe, les épaules se tendent, le souffle se raccourcit, les gestes deviennent mécaniques. Mais l'inverse est aussi vrai. Ralentis tes mains, allonge ta respiration, marche avec intention, et tu verras ton esprit répondre « nous ne sommes plus en danger ». La paix ne tombe pas du ciel, elle se signale. Elle se cultive dans les gestes simples, répétés, incarnés. J'ai appris cela un jour où tout semblait trop lourd, rien ne se résolvait. Les pensées tournaient comme des corbeaux affamés. Alors j'ai marché, lentement, délibérément. Chaque pas était une réponse à l'agitation. Et peu à peu, le feu intérieur s'est apaisé. Non pas parce que les pensées ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur emprise. Le corps avait repris le contrôle et l'esprit avait suivi. C'est cela, le vrai pouvoir du ralentissement. Il ne nie pas le monde, il le redéfinit. Il crée un espace entre toi et le tumulte. Un espace pour voir, pour choisir, pour répondre sans réagir. Marcus Aurelius écrivait au cœur du chaos, entouré de guerres, de trahisons, de bruit. Et pourtant, il trouvait la paix dans la posture, dans le souffle, dans le mouvement. Il transformait chaque geste en rappel de maîtrise. Tu peux faire pareil. Quand tu marches, ralentis. Quand tu respires, allonge. Quand tu vis, choisis ton rythme. Parce que dans ce rythme retrouvé, il y a une vérité. Le monde ne ralentira jamais pour toi. Mais toi, tu peux ralentir pour te retrouver. Chapitre 4. Le souffle comme souveraineté. Dans un monde qui glorifie la vitesse, ralentir devient un acte de résistance. Non pas pour fuir, mais pour retrouver. Chaque geste, chaque mot, chaque respiration peut devenir un rappel. Je suis ici, je suis vivant, je choisis mon rythme. La plupart vivent comme des flèches tirées sans cible, toujours en mouvement, jamais en présence. Mais le stoïque, lui, devient l'archer. Il ne tire pas dans l'urgence, il attend, il ajuste, il respire, il incarne la précision avant l'action. Ralentir ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie le reprendre. Cela signifie diriger son énergie là où elle compte, plutôt que la disperser dans le bruit. Et ce ralentissement, lorsqu'il est incarné, devient visible. Il se lit dans la démarche, dans le regard, dans la respiration. Il devient une autorité silencieuse. J'ai rencontré un artisan du bois dont les gestes semblaient suspendus dans le temps. Chaque mouvement était une méditation. Quand je lui ai demandé comment il cultivait cette patience, il m'a répondu « Je ne sculpte pas le bois, je sculpte mon propre rythme ». Et cette phrase m'est restée. Parce que ralentir, c'est cela, sculpter le chaos, tailler le tumulte, façonner la paix. Mais le rythme ne se trouve pas seulement dans les gestes, il se révèle dans le souffle. La respiration est le miroir de l'état intérieur. Quand elle s'accélère, c'est que quelque chose en nous fuit. Quand elle se raccourcit, c'est que quelque chose en nous résiste. Mais quand elle s'allonge, elle devient un pont, un retour à soi. Les stoïques voyaient le souffle comme une porte vers la citadelle intérieure. Marcus Aurelius écrivait que nul lieu n'est plus paisible que l'esprit bien gouverné. Et cette paix commence souvent par un simple souffle conscient. Inspire, sens l'air entrer. Pause, expire, sens le relâchement. À cet instant, les pensées perdent leur emprise. Le tumulte ralentit. Ce n'est pas magique, c'est maîtrisé. Tu n'as pas besoin de faire taire le monde. Tu dois simplement cesser de lui répondre sans filtre. La respiration devient ton ancre. Elle te retient de la dérive. Elle te rappelle que tu n'es pas le bruit, mais celui qui le traverse. Je me souviens d'un jour dans un aéroport, entouré de chaos. Les annonces, les retards, les cris. Mon cœur s'emballait, mes pensées se multipliaient. Alors j'ai fermé les yeux, un souffle, puis un autre, et tout a changé. Le bruit était toujours là, mais il ne m'habitait plus. C'est cela, la maîtrise stoïque,
ne pas attendre que le monde se calme, mais apprendre à le traverser sans se perdre. La respiration devient une conscience incarnée. Elle révèle comment tu vis. Et elle peut transformer cette manière de vivre. Le stoïque ne cherche pas la paix. Il la pratique. Chaque souffle est un rappel. Je suis là, je suis maître de moi, je suis libre. Chapitre 5. Respirer pour régner, observer pour libérer. Il y a quelque chose de profondément humble dans le fait que notre pouvoir commence par un souffle. Pas un cri, pas une conquête, juste un souffle. Quand tout semble nous échapper, les gens, les circonstances, les résultats, il reste ce mouvement simple, volontaire, silencieux. Respirer. Chaque respiration est une réponse. Une manière de dire « je ne contrôle pas tout, mais je me gouverne moi-même ». C'est l'art de lâcher sans fuir, de rester centré au cœur du tumulte. Sénéca l'avait compris. La paix ne se trouve pas dans les idées, mais dans le rythme. Et ce rythme, c'est celui du souffle. Respirer avec intention, c'est redevenir l'observateur. C'est reprendre la distance entre ce que l'on est et ce qui nous traverse. Dans cet espace, la clarté revient. Le bruit perd son emprise, non parce qu'il disparaît, mais parce qu'on cesse de le nourrir. Et c'est là toute la beauté. Tu n'as pas besoin d'un silence parfait, ni d'un lieu sacré, tu as juste besoin de te souvenir. Quand le monde s'agite, arrête-toi, respire. Pas comme un automatisme, mais comme une déclaration. Inspire la force, expire le chaos, et recommence, jusqu'à ce que ton corps se souvienne de ce que ton esprit avait oublié. La paix n'a jamais disparu. Elle était juste ensevelie sous le bruit. Quand les pensées s'élèvent à nouveau, et elles le feront, ne les combats pas. Reviens au souffle. 2 mouvements simples. Entrer, sortir. Et dans cet aller-retour, tu reconstruis ton calme, tu retrouves ton axe, tu redeviens toi-même. C'est ainsi que le stoïque respire. Non pour fuir la vie, mais pour l'habiter pleinement. Non pour s'éteindre, mais pour s'engager avec la stabilité au cœur du mouvement. Imagine-toi maintenant assis au bord d'une route. Les voitures passent, certaines lentes, d'autres furieuses, certaines brillantes, d'autres lourdes. Tu les observes, tu ne les poursuis pas, tu ne les juges pas. Tu es là, immobile, témoin. C'est cela, la posture intérieure face aux pensées. Elles arrivent, chacune avec son histoire. Souvenirs, peur, envie, regret. Elles klaxonnent, elles te provoquent, elles t'invitent à les suivre. Mais tu n'as pas à monter à bord. Marcus Aurelius l'a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Et cela inclut tes propres pensées. Elles sont des phénomènes, elles ne sont pas toi. Ce que nous appelons souffrance vient souvent de cette confusion. Croire que chaque pensée est une vérité, chaque émotion une identité. Mais l'esprit n'a jamais été conçu pour être vide. Il a été conçu pour être vaste. Ce n'est pas en bloquant les pensées que tu trouves la paix. C'est en leur offrant l'espace de passer. Comme le ciel laisse filer les nuages sans jamais s'y attacher. Chapitre 6. L'art de ne pas juger. Il y a un moment, dans le cheminement intérieur, où l'on cesse de courir après des pensées parfaites. On comprend que le but n'est pas de penser juste, mais de penser libre. Et pour cela, il faut apprendre à ne pas juger ce qui traverse l'esprit. Imagine-toi assis au bord d'une voie rapide. Les pensées passent comme des voitures, certaines brillantes, d'autres lourdes, certaines familières, d'autres menaçantes. Elles ont toutes une destination, une histoire, une vitesse. Mais toi, tu restes là, tu observes, tu ne poursuis pas, tu ne t'identifies pas. C'est cela, la posture stoïque face à l'esprit. Ne pas confondre le trafic avec la route, ne pas confondre le bruit avec soi. Chaque pensée est un événement. Elle se produit, elle passe, mais elle ne te définit pas. Nous souffrons souvent parce que nous croyons que ce qui nous traverse est ce que nous sommes. Une peur devient une identité. Un doute devient une condamnation. Mais l'esprit n'a jamais été conçu pour être figé. Il est un espace, pas une prison. La neutralité émotionnelle ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie
La lucidité, c'est reconnaître qu'une pensée n'est qu'une forme temporaire et que la vérité ne se trouve pas dans sa première apparence. C'est refuser de réagir à tout ce qui bouge et choisir ce qui mérite notre énergie. Marcus Aurelius disait que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et cela inclut nos propres pensées. Elles sont des phénomènes, elles ne sont pas nous. Alors, quand une émotion surgit, ne la juge pas, ne la combats pas, observe-la, respire, laisse-la passer, et rappelle-toi, tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la contient. Chapitre 7. Le détachement n'est pas l'absence, c'est la maîtrise. Il y a une sagesse rare dans le fait de ne pas tout absorber, de ne pas tout croire, de ne pas tout suivre. Le stoïque ne fuit pas le monde, il le traverse avec lucidité. Il ne s'éteint pas, il choisit ce qui mérite sa lumière. Dans un monde qui te pousse à réagir à chaque chose, à répondre à chaque provocation, à t'identifier à chaque émotion, le détachement devient une forme de pouvoir. Pas celui qui ignore, mais celui qui voit sans se perdre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin de voir clairement. Et pour cela, tu dois apprendre à ne pas t'accrocher, à ne pas confondre ce qui passe avec ce qui reste. Les pensées vont et viennent. Les émotions montent et redescendent. Les jugements apparaissent puis s'effacent. Mais toi, tu peux rester. Tu peux observer sans devenir. Tu peux ressentir sans te dissoudre. Le détachement n'est pas une absence de sentiment. C'est une présence qui ne se laisse pas envahir. C'est la capacité à dire « je vois ce qui se passe, mais je ne suis pas ce qui se passe ». C'est là que commence la vraie liberté. Quand tu cesses de te définir par ce qui te traverse, quand tu cesses de courir après des réponses immédiates, quand tu choisis de rester dans l'espace entre le stimulus et la réaction. Marcus Aurelius écrivait que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Et cet ordre ne s'impose pas par la force, il se cultive par le recul, par le silence, par le choix de ne pas répondre à tout ce qui frappe. Alors, quand le monde s'agite, quand les pensées s'élèvent, quand les émotions grondent, rappelle-toi, tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux rester, tu peux respirer, tu peux observer. Et dans ce détachement, tu ne perds rien, tu retrouves tout. La paix n'est pas un lieu que l'on atteint, c'est une posture que l'on choisit. Elle ne dépend ni du silence extérieur, ni de la perfection des circonstances. Elle naît dans le souffle, dans le regard, dans le rythme que l'on décide d'habiter. Tu as appris à observer sans absorber, à respirer sans fuir, à ralentir sans renoncer. Tu as vu que les pensées sont des passantes, non des maîtresses, que les émotions sont des vagues, non des verdicts, et que le calme n'est pas une absence, mais une autorité silencieuse. Le monde continuera de bouger, de provoquer, de tester. Mais toi, tu sais désormais que tu peux rester. Tu peux choisir la clarté au lieu de la panique, la présence au lieu de la réaction, la maîtrise au lieu du bruit. C'est là que commence la vraie liberté, non pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à ne pas être gouverné par ce qui te traverse. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la contient. Et chaque fois que tu respires avec conscience, que tu observes sans jugement, que tu ralentis avec intention, tu sculptes ta paix, non pas comme un refuge, mais comme une force. Alors, continue. Continue à marcher lentement dans un monde pressé, à respirer profondément dans un monde agité, à penser librement dans un monde saturé, parce que la paix n'est pas ce que tu cherches, c'est ce que tu deviens.
Il y a des matins qui ne font pas de bruit, des réveils silencieux, mécaniques, où le corps se lève avant même que l'âme ne suive. Un homme ouvre les yeux à l'aube, répète les mêmes gestes, ressent ce poids discret dans sa poitrine, celui qu'on ne nomme plus, parce qu'il est devenu normal. Il ne sait plus quand il a cessé de se sentir vivant, et il n'est pas le seul. Ailleurs, une femme s'arrête devant son miroir. Ce qu'elle voit ne lui ressemble plus. Un jeune homme, encore allongé, sent déjà la fatigue d'un jour qui n'a pas commencé. Un aîné, lucide, compte les années qu'il a laissées filer en attendant un moment idéal, qui ne s'est jamais présenté. Ce n'est pas une fiction. C'est ce que beaucoup vivent sans le dire. Une vie suspendue, en attente, en mode survie. Et peut-être que toi aussi tu reconnais ce silence intérieur. Les anciens stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas le monde qui nous endort, c'est notre façon de le traverser. Et si aujourd'hui tu décidais de ne plus attendre, il y a des vérités anciennes que nous avons oubliées. Des vérités que les sages d'il y a 2 millénaires avaient déjà mises à nu. Les stoïciens ne cherchaient pas à enjoliver la vie, ils la regardaient en face. Et ce qu'ils voyaient, c'est que la plupart des êtres humains ne vivent pas. Ils endurent. Ils traversent les jours comme on traverse une tempête, en espérant que ça passe. Mais rien ne passe tant qu'on ne décide pas de marcher autrement. Marcus Aurelius aurait pu s'abandonner au confort. Il avait tout ce que le monde admire, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Pourtant, chaque matin, il choisissait la solitude de l'écriture. Il se parlait à lui-même, non pas pour se flatter, mais pour se préparer. Il savait que la journée ne serait pas douce. Il savait que les visages qu'il croiserait seraient parfois durs, ingrats, arrogants. Et au lieu de fuir cette réalité, il l'embrassait. Parce que la force ne naît pas dans l'illusion, elle naît dans la lucidité. C'est là que beaucoup se perdent. On nous a appris à répéter des phrases toutes faites, des affirmations censées nous rassurer. Je suis confiant. Je suis un succès. Tout arrive pour une raison. Mais que valent ces mots si notre vie intérieure ne les soutient pas? Que valent ces mantras si, au fond, on ne les croit pas? Les stoïciens ne cherchaient pas à se sentir bien. Ils cherchaient à être vrais. Et c'est cette vérité qui les libérait. Épictète, lui, n'a pas commencé sa vie avec des privilèges. Il était esclave. Son corps appartenait à un autre. Mais il a compris une chose que peu osent affronter. On peut te prendre tout, sauf ton esprit, à moins que tu le donnes. Et il ne l'a pas donné. Il a choisi de penser librement, même dans les chaînes. Et c'est cette liberté intérieure qui l'a transformé en maître de sagesse. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des phrases pour te flatter. Ce sont des vérités que l'on découvre trop tard. Des leçons que des hommes et des femmes, au seuil de leur dernier souffle, auraient voulu graver dans leur jeunesse. Bronnie Ware, qui a accompagné des centaines de personnes en fin de vie, a entendu leur regret le plus profond. J'aurais voulu vivre une vie fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient. Ce n'est pas l'échec qu'ils regrettent, c'est l'attente. L'attente d'un moment parfait, l'attente d'une permission, l'attente d'un signe. Et pendant qu'ils attendaient, la vie passait. Alors je te pose une question simple. Combien de matins te reste-t-il? Si tu vis jusqu'à 80 ans et que tu as 30 ans aujourd'hui, il t'en reste environ 18 000. Mais combien seront vécus pleinement? Combien seront traversés avec présence, avec intention, avec vérité? Sénèque disait « La vie est longue, si tu sais comment l'utiliser. » Mais la plupart ne savent pas. Ils la dilutent dans l'inquiétude, dans le regard des autres, dans des constructions qui brillent à l'extérieur, mais sonnent creux à l'intérieur. Ce que je vais te proposer maintenant, ce sont 12 affirmations, mais pas pour te réconforter, pour te réveiller, pour te sortir des boucles que tu répètes depuis trop longtemps, pour te montrer où tu t'es abandonné et où tu peux te retrouver. Mais avant de commencer, il faut que tu choisisses. Pas moi, pas cette vidéo, toi. Es-tu prêt à sortir du pilote automatique? Es-tu prêt à être inconfortable, si cela signifie enfin être vrai? Si oui, déclare-le maintenant. Pas pour moi, pour toi. Je refuse de perdre un jour de plus. Affirmation numéro 1. Ce jour n'est pas un brouillon, c'est le spectacle.
Tu as peut-être vécu comme si la vraie vie commençait plus tard, quand tu serais prêt, quand les circonstances seraient alignées, quand le chaos se calmerait. Mais ce moment, imparfait, ordinaire, silencieux, est tout ce que tu as. Et c'est suffisant. Les sages stoïciens l'avaient vu. Ce n'est pas le manque de temps qui nous tue, c'est la fuite constante dans l'attente. On garde nos élans pour demain, nos gestes tendres pour plus tard, nos rêves pour une version future de nous-mêmes, qui n'existera peut-être jamais. Regarde ta semaine. As-tu vécu ou simplement coché des cases? As-tu repoussé ce projet, cette conversation, ce voyage, en te disant que tu le ferais quand tu aurais plus de temps? Voici la vérité. Tu n'auras pas plus de temps. Tu auras juste d'autres raisons de ne pas le prendre. C'est pour ça que cette première affirmation est cruciale. Parce que si tu continues à traiter aujourd'hui comme un jour banal, tu risques de traverser toute ta vie sans jamais l'habiter. Marcus Aurelius, empereur du monde connu, se rappelait chaque matin « Tu pourrais quitter cette vie maintenant ». Ce n'était pas du fatalisme, c'était de la clarté. Et cette clarté lui donnait la présence, la gratitude et le courage de ne pas reporter ce qui comptait. Quand tu prononces cette affirmation, tu fais un choix. Tu dis « Je ne vais pas attendre d'être autorisé à être heureux. Je ne vais pas garder le meilleur de moi pour un jour hypothétique. Je vais goûter mon café, regarder mon enfant dans les yeux, respirer en conscience et faire ce que j'ai trop longtemps repoussé. Parce qu'à la fin, les regrets ne portent pas sur ce qu'on a tenté. Ils portent sur ce qu'on a gardé en soi, sur ce qu'on n'a jamais osé offrir au monde. » Affirmation numéro 2. Je vais être vraiment là avec ceux qui sont là. Tu es entouré de gens. Mais es-tu avec eux? Ton corps est présent, mais ton esprit est ailleurs. Tu scrolles, tu anticipes, tu rumines. Et pendant ce temps, la personne en face de toi disparaît. Un jour, tu voudras revivre ce moment, mais il sera parti, et tu ne pourras pas le rattraper. Marcus Aurelius disait « Reste dans le présent ». Pas parce que le passé ou le futur sont inutiles, mais parce qu'ils t'arrachent à ce qui est réel. Pense à ta dernière conversation avec quelqu'un que tu aimes. Étais-tu vraiment là? Ou étais-tu en train de préparer ta réponse, de penser à ton planning, de regarder ton téléphone? Nous sommes devenus experts en présence physique, mais absents mentalement. Il existe un concept japonais, Ichigo Ichie, une seule fois, une seule rencontre. Chaque moment partagé est unique et ne reviendra jamais sous la même forme. Ta mère ne sera pas là éternellement, ton père non plus. Tes enfants grandissent, tes amis ont leurs propres courses, et toi aussi. Chaque fois que tu choisis ton écran au lieu d'un regard, tu choisis l'éphémère au lieu de l'essentiel. Sénèque l'a vu. Les gens protègent leur argent, leur maison, leurs biens, mais ils laissent leur attention s'éparpiller comme si elle était infinie. Elle ne l'est pas. Ce que tu offres à ce moment, à cette personne, à cette rencontre, c'est ce qui construit ta vraie vie. Chaque matin, cette phrase devient un pacte avec ceux qui comptent. Pas une promesse de disponibilité constante, mais un engagement à être entier quand je suis là. Pas à moitié, pas distrait, présent. Il y a des hommes qui ont passé leur jeunesse à courir après l'avenir, à répondre aux emails pendant les matchs de leurs enfants, à construire un futur, en manquant le présent. Et quand le fils devient adulte, quand les conversations se raréfient, il ne reste que des souvenirs flous, des instants où le corps était là, mais l'esprit ailleurs. Ne deviens pas ce fantôme dans ta propre vie. Les gens devant toi ne sont pas des interruptions. Ils sont le cœur de ton existence. Ton téléphone peut attendre. Tes peurs peuvent attendre. Mais ceux qui t'ouvrent leur monde ne le feront pas éternellement. À force de ne pas être là, ils apprendront à ne plus attendre, à ne plus partager, à vivre sans toi. Et pour être vraiment là, il faut accepter de perdre quelque chose, perdre le fil des notifications, perdre le confort de l'instantané, perdre l'image de contrôle. Épictète enseignait que pour grandir, il faut être prêt à passer pour fou. Et dans un monde qui mesure ta valeur à ton attention dispersée, être présent est un acte de résistance. C'est là que naissent les vraies connexions, les vraies relations, les souvenirs qui restent, parce que tu étais là quand ils se sont créés. Affirmation numéro 3, mon corps est mon allié.
Aujourd'hui, je le traite avec douceur. Pendant des années, tu l'as combattu, tu l'as jugé, puni, ignoré. Tu as vu ses défauts avant ses miracles. Mais lui, il ne t'a jamais abandonné. Il t'a porté à travers les nuits blanches, les douleurs, les excès, les décisions bancales. Il a guéri sans que tu le remarques. Il a respiré pour toi pendant que tu pensais à autre chose. Il t'a soutenu silencieusement. Marcus Aurelius vivait avec la maladie. Et pourtant, il ne craignait pas la mort. Ce qu'il redoutait, c'était de ne pas vivre pleinement. Il savait que son corps, imparfait, était son véhicule pour expérimenter la vie. Pas un obstacle à corriger. Tu n'as pas besoin d'un corps futur pour mériter le respect. Tu n'as pas besoin de retrouver celui d'il y a 10 ans. Tu as besoin d'aimer celui d'aujourd'hui, avec ses cicatrices, ses marques, ses limites. Les stoïciens appelèrent cela « amor fati », l'amour du réel, pas du fantasme. Sénéca observait les riches détruire leur santé en poursuivant une image, et il disait « Le bonheur, c'est d'honorer le présent sans dépendre d'un futur idéalisé. Tu ne peux pas goûter l'instant, si tu es en guerre contre le corps qui te le permet. » Cette affirmation ne te demande pas d'abandonner la santé, elle te demande de changer de posture. On ne transforme pas ce qu'on méprise, on transforme ce qu'on respecte. Quand tu cesses de punir ton corps, quand tu le nourris par amour et non par contrôle, quelque chose bascule. Tu ne le répares plus, tu l'accompagnes. Affirmation numéro 4. Je suis pleinement présent avec ceux que j'aime. L'amour ne disparaît pas d'un coup, il s'efface lentement, à force de conversations à moitié écoutées, de regards absents, de promesses repoussées. Tu vis sous le même toit, mais dans des mondes parallèles. Tu entends les mots, mais tu ne captes plus les silences. Et pendant que tu es ailleurs, le temps avance. Les enfants grandissent, les parents vieillissent, les amis s'éloignent. Un jour, tu voudras revenir à ce moment, mais il sera passé. Et tu comprendras trop tard que la présence ne se rattrape pas. Être là, ce n'est pas être disponible à tout moment. C'est être entier quand tu choisis d'être là. Téléphone posé, esprit ici, regard ancré. Les stoïciens pratiquaient la visualisation du manque. Imaginez perdre ce qu'on a pour mieux le savourer. Fais-le maintenant. Imagine que demain, tu ne peux plus entendre la voix de ta mère, que ton enfant ne te raconte plus ses histoires, que ton partenaire ne partage plus ses pensées. Tout d'un coup, ce moment devient sacré, pas parfait, mais précieux. Tes proches ne veulent pas ta perfection, ils veulent ta présence. Ils ne cherchent pas des solutions, ils cherchent un témoin, quelqu'un qui voit, qui écoute, qui ressent avec eux. Et chaque jour où tu choisis la distraction, tu construis un mur, brique après brique. Un mur que tu ne pourras pas toujours franchir. Alors, choisis. Choisis d'être là. Choisis de voir. Choisis de répondre avec ton cœur, pas juste tes mots. Affirmation numéro 5. Aujourd'hui, je dépose une douleur ancienne qui m'alourdit. Il y a des blessures que tu continues à porter, non pas parce qu'elles sont encore ouvertes, mais parce que tu refuses de les poser. Des rancunes vieilles de 5 ans, des colères qui ont traversé des décennies, des regrets qui tournent en boucle dans ton esprit, alors que ceux qui t'ont blessé ont déjà tourné la page. Ils vivent, ils avancent, peut-être qu'ils ont oublié. Mais toi, tu rejoues la scène, tu nourris le poison, tu laisses le passé contaminer ton présent. Ce n'est pas leur faute, c'est ton choix. Et ce choix te coûte ta paix. Les stoïciens l'avaient compris. La vengeance n'est pas dans le retour du mal. Elle est dans le refus de devenir ce qui t'a blessé. Ne laisse pas les actes des autres définir ton identité. Pense à cette personne que tu n'as pas revue depuis des années, à cette relation figée dans le silence, à cette fierté qui a remplacé la tendresse, et demande-toi, est-ce que cette douleur mérite encore ta loyauté? Chaque jour où tu refuses de lâcher prise, tu te réinfliges la même blessure. Tu restes prisonnier d'un moment qui n'existe plus. Tu offres ton énergie à une mémoire qui ne te nourrit pas. Lâcher prise ne signifie pas excuser. Cela signifie choisir la liberté. Cela signifie dire « je reconnais ce qui s'est passé, mais je refuse que cela continue à me définir ».
Tu n'as pas besoin de réconciliation avec tout le monde. Tu as besoin de réconciliation avec toi-même. Et cela commence par une décision, une seule. Aujourd'hui, identifier une douleur, petite ou immense, et la relâcher. Pas pour eux, pour toi. Parce que chaque fois que tu libères un fragment de rancune, tu crées de l'espace pour autre chose. La paix, la joie, la présence, la connexion. Tu ne peux pas accueillir le neuf si tes mains sont encore fermées sur l'ancien. Alors dis-le, écris-le, ressens-le. Je relâche ce qui m'empoisonne. Affirmation numéro 6. Aujourd'hui, je pose un acte que mon futur moi bénira. Tu te l'es promis 100 fois. Tu commenceras demain. Tu mangeras mieux. Tu parleras enfin. Tu lanceras ce projet. Tu feras ce changement. Mais demain n'est qu'un mirage. Quand il arrive, il s'appelle aujourd'hui. Et tu repousses encore. Ce que tu choisis maintenant, c'est ce que ton futur devra porter. Et ce futur, il existe déjà. Il vit avec les conséquences de ton inaction. Il répare ce que tu n'as pas osé affronter. Il gère ce que tu as laissé s'effriter. Marcus Aurelius l'avait compris. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais tu peux choisir ton esprit. Et ce choix, c'est ta vraie puissance. Tu attends de te sentir prêt, mais l'attente est une illusion. Ce n'est pas le confort qui crée la clarté, c'est l'action. Imagine-toi dans 5 ans. Est-ce que cette version de toi te remerciera pour ce que tu fais aujourd'hui? Ou devra-t-elle réparer ce que tu as laissé en suspens? Chaque jour où tu évites, le lien se fragilise, le corps se fatigue, le rêve s'éloigne. Sénèque disait « Pendant que nous attendons de vivre, la vie s'en va. Tu attends le bon moment. Mais pendant ce temps, les années s'effacent, les opportunités dorment, les relations s'étiolent. Cette affirmation ne te demande pas de tout accomplir. Elle te demande une chose, une seule. Un geste minuscule, mais significatif. Boire un verre d'eau. Marcher 10 minutes. Envoyer ce message que tu repousses. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte. C'est le fait qu'il existe, qu'il soit réel, qu'il soit aujourd'hui. Parce que chaque petite action est une graine. Et ton futur te dira merci ou silence. Affirmation numéro 7. Aujourd'hui, je choisis de voir ce qui est déjà là. Tu passes tant de temps à courir après ce qui manque que tu oublies ce qui t'entoure. Tu attends la paix alors qu'elle est là, dans le silence du matin. Tu attends la beauté alors qu'elle est là, dans les gestes simples. Tu attends la joie alors qu'elle est là, dans les visages familiers. La gratitude n'est pas un luxe spirituel, c'est une posture, une manière de regarder ce qui est sans le comparer à ce qui pourrait être. Les stoïciens ne cherchaient pas à accumuler, ils cherchaient à apprécier, à reconnaître que ce qui est présent est déjà suffisant pour vivre pleinement. Tu veux plus. Mais as-tu déjà vu ce que tu as? Ce corps qui te porte, ce souffle qui revient, ce toi, ce regard, ce lien. Chaque jour où tu oublies de remercier, tu creuses un vide que rien ne pourra combler. Parce que ce n'est pas l'absence de choses qui te rend malheureux, c'est l'absence de regard sur ce que tu possèdes déjà. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle l'embrasse sans s'y noyer. Elle dit « Malgré tout, je vois encore ». Alors aujourd'hui, choisis un détail, un seul, quelque chose que tu tiens pour acquis, et honore-le. Un geste, une voix, une sensation. Dis-le, écris-le, ressens-le. Je choisis de voir ce qui est déjà là. Affirmation numéro 8. Aujourd'hui, je fais face à ce qui me fait peur. Il y a quelque chose que tu évites, un appel que tu repousses, une vérité que tu n'oses pas dire, un pas que tu refuses de faire. Tu te dis que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de clarté, de plus de force, de plus de temps. Mais ce que tu attends, c'est exactement ce que cette action va te donner. Les stoïciens ne cherchèrent pas à fuir la peur, ils l'approchaient. Ils savaient que ce n'est pas l'émotion qui est dangereuse, mais la fuite constante qui l'amplifie. Marcus Aurelius écrivait que la peur ne vient pas des événements, mais de notre jugement sur ces événements. Et ce jugement, tu peux le transformer.
pense à ce que tu évites depuis trop longtemps. Peut-être que c'est une conversation inconfortable. Peut-être que c'est un choix qui te fait trembler. Peut-être que c'est une vérité que tu n'as jamais osé nommer. Et demande-toi, si tu ne le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu perds? Quelle version de toi reste en attente? Quel lien s'abîme? Quel rêve s'éloigne? La peur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle se transforme en regret. Et le regret, lui, ne te laisse jamais tranquille. Cette affirmation ne te demande pas de tout affronter. Elle te demande une chose, un seul acte de courage, un seul pas vers ce que tu redoutes. Parce que ce pas, même minuscule, est une déclaration. Je choisis la vérité, pas l'évitement. Et ton futur toi te remerciera. Pas pour avoir été parfait, mais pour avoir été vrai. Affirmation numéro 9. Aujourd'hui, je choisis ce qui est cohérent avec qui je veux devenir. Chaque jour, tu prends des décisions. Petites, invisibles, répétitives. Et chacune d'elles trace une ligne vers une version de toi. Celle que tu nourris ou celle que tu trahis. Tu dis que tu veux évoluer. Mais est-ce que tes choix te rapprochent de cette intention? Ou est-ce qu'ils te maintiennent dans une boucle familière, confortable, mais stérile? Les stoïciens ne parlaient pas de perfection. Ils parlaient de cohérence, de cette fidélité à soi-même qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler à lui-même, pas pour impressionner. Il savait que l'alignement ne se décrète pas, il se pratique. Dans les gestes simples, dans les renoncements silencieux, dans les choix que personne ne voit, mais que toi, tu sens. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela honore la personne que je veux devenir? Ou est-ce que cela me détourne d'elle? Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as besoin d'un seul acte de cohérence, un seul geste qui dit « Je suis fidèle à ma transformation ». Peut-être que c'est dire non à une distraction. Peut-être que c'est dire oui à une discipline. Peut-être que c'est choisir le silence au lieu de la réaction. Ce n'est pas la grandeur du choix qui compte, c'est sa justesse. Et cette justesse, tu la sens. Elle résonne, elle apaise, elle aligne. Affirmation numéro 10. Aujourd'hui, je parle avec honnêteté, même si ma voix tremble. Tu as déjà retenu des mots qui brûlaient en toi, par peur de blesser, par peur de perdre, par peur d'être mal compris. Mais le silence, parfois, fait plus de dégâts que la parole. Il crée des malentendus, il installe des murs, il transforme les liens en zones floues, où chacun devine au lieu de comprendre. Les stoïciens ne prônaient pas la brutalité, ils prônaient la clarté. Dire ce qui est vrai sans chercher à dominer, mais sans se trahir non plus. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler que la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin d'être dite, avec calme, avec courage, avec respect. Aujourd'hui, pense à une parole que tu retiens, un ressenti que tu n'as jamais exprimé, une vérité que tu caches par habitude ou par peur, et demande-toi, si je ne la dis pas, qu'est-ce que je protège et qu'est-ce que je perds? Tu n'as pas besoin de tout dire, mais tu as besoin de ne pas te mentir. Et parfois, une phrase sincère peut réparer ce que des années de silence ont abîmé. Cette affirmation est un appel à la responsabilité, pas à l'impulsivité, mais à l'authenticité. Parce que ta voix est un pont. Et si tu ne l'utilises comme pas, les autres ne sauront jamais vraiment qui tu es. Alors aujourd'hui, choisis une parole juste, même petite, même tremblante, et dis-lui « Je parle avec honnêteté, même si ma voix tremble ». Affirmation numéro 11. Aujourd'hui, je respecte les promesses que je me suis faites. Tu sais tenir parole avec les autres. Tu honores les rendez-vous, les délais, les engagements. Mais quand il s'agit de toi, tu repousses, tu oublies, tu excuses. Tu t'étais promis de prendre soin de toi, de commencer ce projet, de dire non à ce qui t'épuise. Mais chaque jour, tu trahis doucement cette promesse, pas par méchanceté, par habitude. Les stoïciens voyaient la discipline non comme une contrainte, mais comme une forme de respect. Respect envers soi, respect envers le temps, respect envers la vie. Marcus Aurelius écrivait pour se rappeler à l'ordre, non pas pour se punir,
mais pour ne pas s'égarer. Aujourd'hui, choisis une promesse que tu t'es faite, petite ou grande, et honore-la. Pas pour cocher une case, mais pour te prouver que tu es digne de ta propre confiance. Parce que chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ton intégrité. Tu construis une base solide. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et cette stabilité intérieure, c'est ce qui te permet de traverser les tempêtes sans te perdre. Alors aujourd'hui, fais ce que tu as dit que tu ferais, même si c'est minuscule, même si personne ne le voit. Je respecte les promesses que je me suis faites. Affirmation numéro 12. Aujourd'hui, je vis comme si ma vie comptait, pas demain. Pas quand les choses seront plus simples, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce que ce jour n'est pas un brouillon. Ce moment n'est pas une transition. C'est ta vie. Et elle mérite d'être vécue avec intention. Les stoïciens ne cherchaient pas à prolonger l'existence. Ils cherchaient à l'honorer, à ne pas gaspiller ce qui ne revient jamais, à ne pas remettre à plus tard ce qui donne sens. Marcus Aurelius se rappelait chaque matin que la mort pouvait venir à tout instant. Non pas pour se faire peur, mais pour se réveiller, pour ne pas vivre en somnambule, pour ne pas traverser les jours comme des couloirs vides. Et toi, vas-tu continuer à attendre que la vie commence, ou vas-tu décider que c'est maintenant? Cette affirmation est un engagement, un pacte silencieux avec toi-même. Tu ne vivras pas en mode survie. Tu ne traverseras pas ce jour comme un fantôme. Tu vas l'habiter, le ressentir, le choisir, parce que ta vie compte, pas pour les autres, pour toi. Et chaque fois que tu oublies ça, tu t'éloignes de ta propre lumière. Alors aujourd'hui, dis-le, ressens-le, vis-le. Je vis comme si ma vie comptait. Tu n'as pas simplement lu des affirmations, tu as traversé 12 seuils de conscience. Chacune est une clé, un choix, un réveil. La transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. Ta vie compte. Vis-la comme si tu le savais.